La théorie du grand sevrage. En écologie et changement climatique. La théorie qui a bouleversé tout ce que nous savions jusqu'à présent. Sur le changement climatique et la crise environnementale. La loi du grand sevrage. L'auteur du livre Ecological Winning the Hidden Face of Climate Change pas dit qu'il y a une autre vérité sur notre crise environnementale existentielle que nous vivons aujourd'hui et dont nous souffrons, qui nous est encore cachée jusqu'à présent, même si cette crise est surveillée depuis les années 50 du siècle dernier. La première chose que confirme ce fait absent est que l'escalade et l'exacerbation du changement climatique extrême, qui caractérise la relation de l'entité de la vie avec son incubateur, la planète Terre, nous ont plongés dans une crise environnementale existentielle globale, incapable d'y faire face correctement et efficacement. Cela n'était rien d'autre que le résultat de la fin d'une époque et du début d'un autre complètement nouveau dans cette relation. Il est devenu urgent pour l'être humain de clarifier l'essence de cette transformation et de la saisir, afin de repositionner et de formuler son statut existentiel en fonction de ce que la réalité de cette nouvelle situation dicte dans cette relation, et non en fonction de ce qu'il a atteint et est devenu à la suite du développement de l'effort de l'entité de la vie elle-même pour atteindre l'éternité de sa survie et de sa continuité sur la planète Terre, qui est inévitablement au bord du déclin. Cela doit être réalisé comme une possession réelle des nouveaux développements dans la réalité de cette relation et sa transformation, car il s'agit d'une implication directe dans la fabrication et la création de l'histoire de cette réalité. Cette vérité absente indique que la transformation existante dans la relation de l'entité de vie avec la planète Terre a conduit à ce que le facteur de séparation prenne le pas et domine, avec l'intention de devenir l'essence même de cette relation, pour imposer la nécessité de parvenir à la séparation de la vie dans son intégralité de la Terre au niveau de la connaissance et de l'accomplissement de l'acte de devoir. C'est cette transformation qui permet la réalisation de l'éternité pour l'entité de vie sur cette planète qui se dirige inévitablement vers la mort et le déclin jusqu'au dernier moment de ce qui reste apte à vivre. C'est cette transformation qui fait de l'être humain le garant réel et conscient dont dépend l'entité de vie pour parvenir à sa séparation réussie et sûre de cette terre mourante au moment nécessaire et approprié, comme un sevrage plus grand de deux êtres vivants, l'un et de l'autre. Ainsi, l'établissement et la réalisation de l'entité de la vie avec son incubateur, la Terre, sur la dialectique de la différence de la partie dans l'unité du tout, ont initialement fait de cette entité un leader incarné dans toute multiplicité, séparation, différence, dans toute manifestation de mutation, développement et renouvellement. La vie, comme force vitale, intentionnelle, puissante et illimitée, réalise l'éternité et la continuation de la vie dans son absolu à travers cette relation avec la planète incubatrice Terre, ou isolément de cette relation et de cette planète. Cela s'incarne dans tous les modèles, manifestations et lois qui réalisent l'éternité de la vie dans tous les êtres vivants, non seulement dans ce qui constitue un motif et une justification de leur comportement, mais pour réaliser cette intentionnalité, les mécanismes les plus précis des univers de ces êtres vivants eux-mêmes fonctionnent, comme la division cellulaire, mitose, dans laquelle la fin devient un nouveau commencement et un nouvel élan pour réaliser la continuité de la vie. Mais le summum de ce que cette puissante intention a accompli dans la relation de la vie avec la Terre est l'émergence de l'Homo sapiens dans son évolution, qui s'est distingué par la possibilité de la connaissance, comme synthèse décisive de toute cette relation, pour devenir le garant de l'éternité de la vie dans son intégralité, et pas seulement parce qu'il est le dernier des êtres vivants à avoir achevé son évolution sur la planète Terre. Car son existence n'aurait pas été fondée sur sa capacité de savoir, sauf s'il s'engage nécessairement à faire ce qui est nécessaire, l'acte de devoir. La survie et la continuité de l'existence de l'être humain sont conditionnées par le fait qu'il soit fondé sur cette possibilité de connaissance, qui lui permet de se positionner séparément de lui-même, en réfléchissant sur lui. Il peut se contempler lui-même, contempler la réalité de l'existence dans laquelle il vit, et ce qu'il doit faire ou vouloir devenir, car en faisant ce qui est nécessaire l'acte de devoir préserve sa vie et la continuité de son espèce, car il crée son histoire, son existence et la vie dans son absolu. Ceci en dépit de sa connaissance de la finitude de son moi et de l'inévitabilité de sa mort, qui ne sert qu'à le provoquer, à le défier et à le pousser en avant pour rechercher l'infini et l'avenir, car la conscience de la mort est l'une des caractéristiques fondamentales les plus importantes de la race humaine en tant qu'espèce vivante. Comme l'a dit Theodosius Dobzhansky, sa conscience de l'inévitabilité de sa mort a rendu son existence libre dans son essence, ses actions étant réalisées par la liberté de choix.
L'entité de la vie compte donc sur lui pour être le garant de l'éternité de la survie et de la continuité de la vie, sur Terre ou en dehors d'elle. C'est pourquoi la perception de l'être humain n'est atteinte que pour quelque chose, comme le disait Edmund Husserl, se distinguant de celle des autres êtres vivants. Par ailleurs, l'entité de la vie s'est transformée radicalement avec l'apparition de l'être humain. D'une position abstraite, l'éligibilité de cette entité à la survie et à la continuité éternelle a une position de possibilité d'y parvenir réellement. C'est l'homme qui prend en main les commandes et exerce ainsi son acte de devoir de manière instinctive, consciente et volontaire, en faisant appel à la faculté de connaissance. Cet acte de devoir, selon de nombreuses expériences scientifiques bien connues, comme celle de l'université de Yale et de Tokyo, apparaît chez le bébé à l'âge de 7 mois. Cependant, cette situation, qui a constitué une transformation radicale dans la relation de l'entité de vie avec la planète Terre, a abouti à ce que nous sommes aujourd'hui en termes de crise environnementale et existentielle dangereuse et globale, qui a révélé que l'être humain a été à l'avant-garde de cette relation depuis son apparition afin d'atteindre l'éternité de la vie dans son intégralité. Puisqu'il possède une disposition innée et extraordinaire à transcender ses circonstances et à faire son histoire, qui est sa capacité de savoir, il ne lui est plus possible de continuer à diriger automatiquement comme il en avait l'habitude, en raison de l'arrivée de l'entité de vie qui se distingue par son éligibilité à la survie éternelle et à la continuité dans sa relation avec son incubateur, la Terre, dont l'effondrement est inévitable. Une étape critique et décisive est devenue nécessaire pour changer radicalement, ce qui impose à l'être humain de changer la position de son statut existentiel dans cette relation, non seulement parce que la détérioration accompagne le lien de ce statut à l'âge de la Terre, qui est destiné à décliner, mais aussi parce qu'il doit se réapproprier les raisons de sa position dans cette relation. Il doit être fondamentalement, en pleine conscience et volonté, dans la véritable intentionnalité de la relation de la vie avec la planète Terre, afin que la pratique de son comportement et la construction de son histoire et de sa civilisation soient en accord avec son véritable statut existentiel, humain, biologique, évolutif, qu'il occupe précisément dans le système de l'intentionnalité de cette relation. Il vit donc aujourd'hui une grave crise environnementale existentielle. Dès qu'il est parvenu à contrôler toutes les ressources de la vie sur la planète Terre, le grave défaut qui s'était produit dans sa relation avec son environnement, la planète Terre, est devenu clairement apparent. Sa capacité de savoir avait atteint un point où elle devenait ce qui légiférait pour lui et lui permettait, bien que de manière compulsive, de détruire la vie et de ne pas atteindre son éternité. Par conséquent, si la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est croissante, dangereuse et globale, indique que le comportement même de l'être humain et son activité anthropologique civilisationnelle sont en réalité impliqués dans sa production, ce qui a imposé sa crise actuelle dans laquelle l'extinction et la disparition de la vie sont menacées, et non la réalisation de son éternité, alors c'est parce qu'elle indique également que l'émergence de l'être humain avec une existence transcendante lui confère des capacités surnaturelles qui évoluent constamment et dépassent des horizons nouveaux et renouvelés, en raison de sa distinction dans la possibilité de connaissance. Il ne peut pas, avec tout cela, être pratiquement impliqué dans produire sa situation de crise existante et compulsivement réaliser le danger que cela représente pour son existence et l'existence de chaque être vivant sur Terre, sauf parce qu'il vit sous la pression de la nécessité d'arriver à une nouvelle formulation de sa relation avec son environnement, la planète Terre. Sa relation existante, spontanée et innée avec cet environnement est temporaire et impermanente. Il a maintenant atteint son étendue maximale et s'approche de sa limite et de sa fin, ce qui l'a mis dans une véritable crise. C'est-à-dire que cette situation est au cœur du développement de l'intentionnalité de la relation entre l'entité de vie et son incubateur, la planète Terre, afin d'atteindre l'éternité de cette vie et non quelque chose d'accessoire à celle-ci, une question qui a commencé au moment où l'acte du devoir est devenu au cœur de cette relation. Il est devenu impératif pour l'être humain de trouver la formulation véritable et correcte du statut existentiel qui soit approprié à la transformation que la relation de la vie avec la planète Terre entraînera dans cette intention, qui exige une persévérance continue et directe pour développer, cristalliser et enrichir ce statut existentiel, humain, biologique évolutif, car il doit être le garant dont dépend la vie pour atteindre son éternité sur Terre ou en dehors d'elle. Sevrage écologique. La face cachée du changement climatique. La manifestation flagrante et extrême du changement climatique n'est rien d'autre que la réalité de l'évolution de l'insistance de l'entité de la vie sur son éligibilité et son droit à la survie et à la continuité éternelle, malgré le fait que la Terre, son incubateur,
est destiné à la mort et au déclin. C'est pourquoi l'être humain n'est apparu dans cette relation que pour jouer le rôle de garant de l'éternité de l'entité de la vie. Pour cette raison, il est apparu avec la possibilité de la connaissance, préparé à l'avance pour réaliser cette tâche qu'il doit accomplir, et porter l'entière responsabilité de la pratiquer avant qu'il ne soit trop tard. La situation qui a été formée, comme nous l'avons mentionné précédemment, par l'intention dialectique de la relation entre l'entité de la vie et son incubateur, la Terre, vise à atteindre l'éternité de la vie dans son absoluité. Cela impose nécessairement l'adoption de la séparation dialectique et de sa logique pour parvenir à l'évolution de cette relation dialectique et de son intentionnalité. Cela a nécessité l'existence de la partialité, de la multiplicité et de la différence de cette partialité, c'est-à-dire qu'elle a nécessité l'existence des différents êtres vivants qui composent l'entité de la vie et les a séparés les uns des autres, y compris l'être humain. Pour lui, la communication ou la perception ne peut être réalisée que parce qu'il est, par excellence, intentionnel en lui-même, puisqu'il s'appuie sur la logique de cette séparation dialectique, qui n'impose pas la condition d'une situation directe pour réaliser l'évolution de toute communication ou perception en séparant le soi du percepteur du perçu, sauf pour réaliser l'intentionnalité de l'occurrence de cette communication ou perception. Par conséquent, la condition pour parvenir à la communication entre les êtres vivants n'était pas que l'être humain poursuive automatiquement la vie dans son intégralité, mais qu'il devait parvenir à cette condition dans son implication immédiate dans l'obtention, la création et l'innovation de cette vie. L'être humain n'avait aucune possibilité de connaissance, si ce n'est que sa perception soit une pratique directe pour créer l'éternité de la vie dans son intégralité, non pas dans son comportement individuel, volontaire, conscient d'être libre en lui-même, ni dans son activité anthropologique ou civilisationnelle. Cela lui a donné la possibilité de la connaissance sur la base de la séparation et de la liaison des choses, des êtres et des phénomènes, et de leur combinaison dans un résultat dialectique continu, en développement et sans fin. Ce qui a rendu la réalisation de l'acte du devoir dans l'être humain conditionné, ou lié, à l'obtention de sa possibilité de connaissance, c'est qu'elle ne se réalise et ne devient possible qu'en séparant deux contradictions. En effet, il s'agit de la matière qui, autant qu'elle renvoie à l'engagement, par la logique de la séparation dialectique, est imposée par l'intentionnalité du devenir de la vie pour atteindre son éternité dans sa relation avec son incubateur, la Terre. Dans une unité d'application dialectique qui inclut l'origine biologique commune unissant l'être humain au reste des êtres vivants, l'acte de devoir constitue la logique de son espèce particulière qui l'a rendu libre et rationnel, distingué par la possibilité de connaissance, dans le but d'arriver à une manière efficace et réussie de porter la responsabilité d'atteindre l'éternité de la vie dans son intégralité. C'est pourquoi Nicolas Berdyaev a dit: les actions de l'être humain n'incluent pas nécessairement la liberté, sauf parce qu'elles sont créatives, et puisque cet être humain est créatif, il peut créer ce qui est bon, utile et beau, tout comme il peut créer ce qui est laid, mauvais et destructeur dans une égale mesure. Cela s'applique parfaitement à la réalité de l'état de la relation entre la vie et son incubateur, la Terre, et s'incarne dans notre crise environnementale existentielle actuelle. La grave crise qui a émergé révèle que la relation de la vie avec la planète Terre a atteint un stade existentiel fatidique et ne peut plus continuer comme elle l'a fait jusqu'à présent. Il est devenu nécessaire que le véritable statut existentiel biologique évolutif de l'être humain soit pleinement présent au cœur de l'intentionnalité de cette relation, afin qu'il puisse assumer sa pleine responsabilité de manière directe, claire et explicite. Le point de départ de cette affaire peut être déterminé, avant l'émergence de cet être humain, au tournant décisif et radical qui s'est produit lorsque la vie s'est déplacée dans le développement du processus de sa relation avec la Terre, par intention d'atteindre l'éternité de sa continuité. La spontanéité de ce qui arrive est ce qui devient, tandis que l'intentionnalité dynamique du devenir de ce qui doit arriver est ce qui devient. Lorsque le développement des organismes multicellulaires les a obligés à intervenir dans la détermination de leur propre destin pour assurer la continuité de leur espèce et la continuité de la vie en général, et précisément lorsque les vertébrés sont apparus, certains d'entre eux ont acquis la capacité d'utiliser des outils, et même de se soigner des blessures et des maladies. Il s'agit d'un phénomène unique de sevrage naturel, un mécanisme formidable, essentiel à la survie et à la continuité de l'espèce, qui œuvre pour atteindre la diversité biologique nécessaire à la survie et à la continuité de la vie dans son intégralité.
Le phénomène du sevrage naturel dans l'entité de la vie s'est formé à la suite d'une transformation radicale, fatidique et décisive qui s'est produite dans le développement de la relation de cette entité avec son incubateur, la Terre, dès l'apparition des vertébrés. Grâce à ce phénomène, ces derniers se sont dotés du mécanisme le plus important et le plus formidable pour la survie et la continuation de leur espèce. La relation entre deux vertébrés, dont l'un est né de l'autre à la suite d'un accouplement, ne peut être séparée au nom de l'indépendance et de l'autonomie du nouveau-né, sauf en adoptant le phénomène du sevrage naturel, qui est devenu plus évident chez les mammifères. Outre le refus de la mère de nourrir ou d'allaiter son petit, et le changement de son mode et de son modèle d'alimentation, les deux parents lui transmettent leur expérience et lui apprennent à gérer son environnement afin qu'il devienne indépendant et puisse compter sur lui-même pour sa survie et la continuité de son espèce. Avec l'émergence de ce phénomène, s'est opérée la transition de la transmission automatique d'expériences et de gènes à la descendance, nécessaire à la continuité de l'espèce, comme c'est le cas du système social biologique chez les insectes, vers la réalisation de cette transmission sur la base d'un système plus avancé de différence individuelle, qui est devenu présent dans les organismes vertébrés. C'est pourquoi ils ont nécessairement développé le phénomène de sevrage naturel, qui leur permet de transférer leurs expériences et leurs gènes, devenus plus riches et plus complexes, nécessaires à leurs petits, avec une douceur parfaite et réussie. Indépendamment de la clarté variable de ce phénomène chez certains vertébrés, il ne fait aucun doute qu'il a joué un rôle décisif dans l'intention d'atteindre l'éternité de la vie dans sa forme absolue. Non pas parce qu'il est devenu le garant de l'éternité de la continuité de cette vie, ni parce qu'il garantit la continuité de l'espèce, mais parce qu'il est celui qui réalise et organise la relation écologique directe et explicite de ces vertébrés avec tout le reste de leur environnement, la planète Terre. La question qui se pose est celle de la transformation de ce phénomène de sevrage naturel en une pratique, un véritable sevrage écologique, avec l'émergence de l'être humain rationnel, l'Homo sapiens. En effet, le phénomène de sevrage naturel s'est réalisé pour lui sur la base de sa capacité à connaître, il le pratique en pleine conscience et volonté, et non pas seulement par instinct, comme c'est le cas chez les autres vertébrés, pour la continuité de l'espèce. Le sevrage naturel est devenu pour lui un acte conscient, facultatif par excellence, dicté avant tout par le devoir, et pratiqué comme un devoir. Cela signifie que ce phénomène est devenu quelque chose de complètement nouveau et différent pour l'être humain, car avec son apparition, il a bientôt transcendé sa primauté et sa nature innée, se transformant en un véritable sevrage écologique, dans tous les sens du terme, avec toutes les caractéristiques d'une relation vitale écologique. C'est lui qui façonne et définit toute sa relation avec son environnement et son altérité. Alors que le sevrage naturel n'est plus une procédure consciente et volontaire visant à modifier le modèle alimentaire du nouveau-né, mais plutôt un engagement immédiat et réel visant à dessiner les caractéristiques de la relation de ce nouveau-né et à la programmer avec son environnement général. Qu'il s'agisse de fournir des accessoires de sevrage tels qu'un siège pour apprendre à s'asseoir, à manger ou à marcher, ou d'utiliser des outils de distraction tels que la sucette, l'innovation est très importante, car elle se fond dans l'apprentissage. Car le phénomène du sevrage naturel, que l'être humain pratique en pleine conscience et volonté, et non seulement par instinct comme c'est le cas pour le reste des vertébrés, pour la continuité de l'espèce, ne s'est pas transformé pour lui en sevrage écologique, si ce n'est parce qu'il est lui-même qui façonne la réalité du sevrage naturel et la réalité de son émergence dans la relation de la vie dans son ensemble avec son incubateur, la Terre. Cela est devenu évident lorsque le statut existentiel de l'être humain, caractérisé par la possibilité de connaissance, est devenu au cœur de l'intentionnalité du processus de cette relation et a commencé à y jouer un rôle décisif. Parce que le sevrage écologique est au cœur du mécanisme de sa capacité à savoir, qui encadre, façonne et cristallise sa pratique dans la fabrication et la création de son existence, de son histoire et de sa civilisation dans la relation entre l'entité de la vie et la planète Terre. Aussi parce que c'est la matière qui non seulement fait de ce sevrage écologique une réelle possibilité de s'accrocher à la terre incubatrice, Gaïa, qui est inévitablement vouée à la mort et au déclin jusqu'au dernier moment tant qu'elle est apte à la vie, mais aussi parce qu'elle permet une séparation réussie, sûre et opportune d'avec elle, comme un grand sevrage de deux êtres vivants, dont l'un est né de l'autre. Car le but de l'émergence du phénomène du sevrage naturel, qui renvoie à la logique de l'intentionnalité de la séparation dialectique, à travers le processus dialectique de la relation de la vie avec la Terre, est de provoquer ce sevrage écologique, qui, dans la mesure où il en est venu à constituer le cadre et la logique de leur relation,
en est venu à caractériser, encadrer et programmer la responsabilité directe de l'être humain dans son leadership et sa possession de l'intentionnalité d'atteindre l'éternité pour la vie dans le processus de sa relation avec son incubateur, la Terre. Ce sevrage écologique est l'innovation réussie et efficace de la vie qui s'est formée, affinée et développée dans l'intentionnalité, le processus de sa relation dialectique avec la planète Terre, à partir du phénomène du sevrage naturel, qui ne consiste plus seulement à modifier le modèle nutritionnel du nouveau-né pour la continuation de son espèce, mais plutôt à assurer son implication réelle et immédiate dans la création et la réalisation de l'éternité de la vie dans son intégralité. Ce sevrage écologique n'a pas programmé la communication du nouveau-né pour réaliser tout cela avec son altérité autour de lui, si ce n'est que sa communication directe, profonde, pratique et émotionnelle avec sa mère n'a plus lieu en principe qu'avec ce sevrage écologique qui forme l'identité de son être. Il ne peut atteindre son indépendance que s'il est intentionnellement conscient de la création et de la réalisation de l'éternité de la vie dans son absoluté, car cette intentionnalité en est venue à le caractériser, à le programmer et à le cadrer. Cela se confirme et s'établit clairement dans l'existence de l'être humain lorsque ce sevrage écologique réapparaît et se manifeste au niveau d'une version pratiquée de ce qu'on appelle le sevrage psychologique pendant l'adolescence. Ce sevrage écologique est le modèle complet et inné que la vie a développé et affiné pour adopter afin d'atteindre sa continuité éternelle. C'est devenu la vérité absente qu'il est temps de rendre présente et connue dans notre réalité troublée, et qui n'est rien d'autre que la face cachée de la grave crise environnementale existentielle que nous vivons actuellement. Ce sevrage écologique est le modèle écologique parfait, complet et inné de la vie par excellence, qui peut être à la fois un outil d'identification et de définition, ainsi qu'un outil d'évaluation et de jugement. Cela peut constituer un mécanisme permettant le changement radical nécessaire à la continuation d'une relation indispensable, car c'est le modèle qui permet la possibilité de remplacer la mère qui sévrerait son nouveau-né et le nouveau-né qui est en train d'être sevré, que ce soit dans le but d'identifier et de réaliser la séparation entre la logique de notre origine biologique commune qui nous unit au reste des êtres vivants et la logique de faire son devoir, ou pour la méthode de programmation de ce devoir lui-même. Le sevrage écologique est ce phénomène qui doit être reconnu, compris et traité comme la pure créativité de la vie pour rétablir l'équilibre d'une réalité écologique devenue déséquilibrée. Notre réalité actuelle, marquée par la crise, exige que nous acquérions et adoptions sa logique comme méthode et slogan pour encadrer et programmer notre résistance et notre confrontation à l'inévitable escalade du changement climatique, parce que cette logique peut être copiée et reproduite, pour renouveler et développer chaque relation avec chaque altérité, soit corriger le chemin en le remontant après l'avoir démonté pour repartir à zéro, soit changer radicalement ce chemin par la créativité et l'addition, autant que nous pouvons adopter la logique du sevrage écologique comme méthode d'élaboration de toute feuille de route ou plan de programme de développement durable apte à s'adapter à la détérioration inévitable de la relation de la vie avec son incubateur, la Terre. C'est également la logique sur laquelle se fondent les algorithmes d'intelligence artificielle et leurs applications, car toutes les spécifications nécessaires à l'application algorithmique de l'intelligence artificielle, génétique ou autre, sont cohérentes avec la logique du sevrage écologique, car elles constituent à la fois un outil d'identification et de définition, ainsi qu'un outil de changement, de reproduction et d'innovation, car elle est aussi un outil d'évaluation et de jugement. Le livre Ecological Weaning the Hidden Face of Climate Change. Disponible sur Amazon Books en anglais depuis le début de cette année 2025 en version électronique et papier. Kindle, KDP.